Et Greg, quand faut-il vendre en bourse? C'est la question que je reçois le plus ces dernières semaines et dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur ma stratégie de vente en bourse. Avant de parler de stratégie de vente en bourse, j'ai d'abord envie de te parler de stratégie d'achat en bourse. Quand faut-il acheter en bourse? Première option que tu as pour investir en bourse, c'est d'investir avec ta boule de cristal. Et donc, investir avec sa boule de cristal, ça consiste au market timing. C'est ce doux rêve qu'on peut acheter bas et vendre haut et gagner facilement de l'argent en bourse. Mais ça, j'y crois pas du tout. Et donc, pour moi, il faut vraiment éviter d'investir en bourse avec sa boule de cristal parce que à long terme, ça ne marche pas. Deuxième option pour investir une grosse somme d'argent, c'est d'investir cette grosse somme d'argent immédiatement, en une fois. C'est ce qu'on appelle le lump sum investing en anglais. Et il y a des études, comme l'étude de Vanguard, qui montrent que 68% du temps, investir en une fois est mieux que investir tous les mois une grosse somme d'argent. Cette étude montre également qu'investir en une fois est meilleur que laisser son argent en cash 70% du temps. Et l'étude également de Vanguard montre que 69% du temps, investir tous les mois est mieux que de laisser son argent en cash. Donc c'est certain que c'est mieux d'investir en bourse que de laisser son argent en cash être mangé à cause de l'inflation. Il y a également une autre étude faite par Morningstar entre janvier 1926 et août 2019 qui montre que au plus l'horizon d'investissement est long en termes d'investissement d'une grosse somme, au plus la probabilité de faire mieux que investir en une fois est faible. Par exemple, si on investit sur une période de 20 mois, on voit que statistiquement parlant, par le passé, des périodes d'investissement de 20 mois ont été meilleures que des périodes d'investissement en une fois, 20% du temps. En d'autres termes, ça veut dire que 80% du temps, c'est mieux d'investir son argent en une fois. C'est intéressant aussi d'observer que au plus le temps passe, au plus l'horizon d'investissement mensuel est grand, une grosse somme d'argent, au plus faible est la probabilité de faire mieux qu'un investissement en une fois. Et c'est normal parce que, en général, les bourses montent annuellement 65-70% du temps et donc, statistiquement parlant, ça peut être plus intéressant d'investir son argent en une fois. Alors oui, statistiquement parlant, c'est plus intéressant d'investir son argent en une fois. Oui, mais psychologiquement parlant, si c'est une grosse somme d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, ça peut être difficile d'investir son argent en une fois. Parce qu'imaginons qu'on l'investisse au 15 février 2020, c'est 50 000 euros. Mais très rapidement, entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, la bourse perd plus de 30%. Donc psychologiquement, on peut avoir ce risque d'avoir une mauvaise entrée en bourse, mais ce risque-là, on ne peut pas le prédire. Alors, investir tous les mois une certaine somme d'argent qu'on répartit sur 3, 6, 12 mois peut être intéressant parce que tu commences à investir en bourse, tu maîtrises mieux tes émotions, tu apprends à connaître également ta tolérance à la volatilité, tu maîtrises mieux également ton risque d'un mauvais timing, mais encore une fois, c'est un risque qu'on ne peut pas prédire. C'est surtout un risque psychologique pour que derrière, tu ne fasses pas de bêtises et vendre tout ton investissement en bourse quand la bourse chute de 30%. Et cerise sur le gâteau, si le marché est volatile et vient à chuter un petit peu, tes futurs investissements mensuels seront probablement moins chers. Et donc, c'est la raison pour laquelle investir tous les mois peut être intéressant justement pour limiter le risque d'une mauvaise entrée entre guillemets et surtout le risque psychologique pour éviter de faire des bêtises parce que psychologiquement on a investi une grosse somme d'argent et que le marché a chuté rapidement et qu'on n'était pas prêt à vivre avec cette volatilité là parce qu'on avait par exemple jamais investi en bourse. Avant de te parler des 3 situations dans lesquelles tu pourrais être tenté de vendre, tu peux t'abonner à cette page YouTube. Tu peux également liker la vidéo et mettre un commentaire. Abonne-toi vraiment, ça m'aide vraiment à faire grandir mon travail d'éducation financière. Si tu penses aussi que ça peut être utile pour des copains, des amis, des collègues, des membres de ta famille, tu peux également partager ma chaîne YouTube et tu peux activer la cloche. Comme ça, tu recevras une petite notification toutes les 2 semaines dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Un immense merci pour ton soutien, ton support dans mon travail d'éducation financière. Ça m'aide vraiment à partager mon rêve qui est simple et en même temps très ambitieux, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse, mieux comprendre la bourse et être plus autonome avec ses investissements. Alors, comme je viens de te le dire, il existe 3 situations dans lesquelles tu pourrais être tenté de vendre. Première situation, c'est que tu veux sécuriser ta plus-value car tu penses qu'une crise va arriver. Malheureusement pour toi, prédire les crises, c'est vraiment impossible
impossible à faire selon moi. Si on prend par exemple l'illustration de S&P 500 versus Pundix entre 2012 et 2018, on peut voir que de grands économistes, de grands stratèges, de grands gestionnaires de fortune ont essayé de prédire des crises. Comme par exemple Marc Faber en 2013 qui dit que les actions peuvent terminer l'année 20% plus bas. Comme par exemple Carl Icahn en 2015 qui dit qu'il y a un danger devant. Comme Jeff Gundlach qui en 2016 dit qu'il faut vendre tout. Tous ces gestionnaires-là pensaient que la bourse allait chuter et voulaient sécuriser leur plus-value alors que le marché continuait à augmenter. Et donc, c'est vraiment impossible selon moi de prédire les crises et donc selon moi, il ne faut pas le faire. En effet, la volatilité fait partie du jeu en bourse. Si on regarde l'illustration de JP Morgan qui s'arrête au 31 mars 2024, où on regarde l'évolution du S&P 500 année après année, donc entre début des années 80 et jusque 2024 premier trimestre, on peut voir qu'il y a des points rouges. Et le point rouge représente la chute entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'année qui s'ensuit. Prenons un exemple concret avec l'année 2020. Le 19 février 2020, le marché commence à chuter. Il chute de 34% pour toucher un plus bas le 23 mars 2020 et il termine l'année à plus 16%. C'est intéressant d'observer que chaque année, il y a des points rouges. Et effectivement, chaque année, il y a de la volatilité. La volatilité fait partie du jeu en bourse. Et on peut voir que les barres grises qui représentent la performance annuelle du S&P 500 entre le 1er janvier et le 31 décembre sont chaque fois plus hautes que les points rouges. Et donc, pour cet exemple 2020, le S&P 500 a terminé l'année à plus de 16%, alors qu'à un moment donné, il chutait de 34%. Si on prend un autre exemple, en 2000, le S&P 500 a fait moins 17% entre son plus haut et son plus bas, alors qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, il a fait moins 10%. Et c'est la même chose également quand ça monte, comme par exemple une excellente année comme 2013, où le S&P 500 a fait plus 30%, alors qu'à un moment donné, il était à moins 6%. Donc, c'est important de comprendre que la volatilité fait partie du jeu et aussi que presque 75% du temps aux États-Unis, la bourse monte. Dernier point important également, si tu penses pouvoir sécuriser ta plus-value parce que tu penses qu'une crise va arriver, c'est que essayer de faire du market timing, ça ne fonctionne pas. Avec cette illustration également qui provient de Visual Capitalist, qui montre clairement qu'un investisseur qui investit le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2022 dans le S&P 500, il a mis 10 000 euros au départ, il termine avec presque 65 000 euros. Imaginons que cet investisseur-là essaie de faire du market timing et essaye d'acheter bas et de vendre haut. Il s'expose à louper les meilleurs jours en bourse et imaginons qu'il rate les 10 meilleurs jours en bourse. C'est la deuxième colonne. Il n'a plus qu'un portefeuille de près de 30 000 euros. Simplement parce qu'il a raté les 10 meilleurs jours en bourse. 10 jours sur 20 ans, c'est quoi? Ça représente finalement, sur 20 années, il y a 5000 jours de cotation, donc 10 jours sur 5000. Il a loupé les 10 meilleurs jours en bourse et son portefeuille représente moins de la moitié que s'il avait acheté le 1er janvier 2003 et qu'il s'était endormi pendant 20 ans et qu'il avait laissé grandir son portefeuille. Alors, pourquoi quand on rate seulement les 10 meilleurs jours en bourse, on a un portefeuille beaucoup moins grand que si on n'avait rien fait? Simplement parce que, en général, 65-70% du temps, les meilleurs jours en bourse arrivent dans les 2 semaines qui suivent les pires jours en bourse. Et je vais prendre juste une illustration pour montrer cela. 23 mars 2020, c'est le plus bas de l'indice S&P 500. On peut regarder que le 24 mars 2020, le S&P 500 a une performance de 9,4%. Cette performance journalière est la 3e meilleure performance journalière sur les 20 dernières années. Donc oui, c'est vraiment important de comprendre que le market timing est impossible et si tu veux sécuriser ta plus-value car tu penses qu'une crise va arriver, je pense que ce n'est pas du tout la bonne stratégie. La deuxième situation dans laquelle tu pourrais devoir vendre, c'est pour un projet personnel. Ma règle, elle est simple. Dès que tu sais qu'un projet personnel va arriver, il faut vendre. Pourquoi? Imaginons que tu vendes quand la bourse fait moins 30%, alors le montant que tu vas vendre est beaucoup plus petit et donc ton projet personnel pourrait ne pas se réaliser.
pénaliser. Donc c'est un risque opérationnel qui est selon moi pas judicieux de prendre. Deuxième raison importante, c'est que si justement tu vends quand la bourse fait moins 30% parce que tu as attendu de nombreux mois, voire de nombreuses années avant de mettre de l'argent de côté pour ton projet personnel, eh ben tu pourrais acter des moins-values et tu ne vas pas profiter du rebond qui se passe ensuite. Donc mes règles sont les suivantes. On investit de l'argent en bourse pour minimum 10 ans si on investit dans des actions, des ETF d'actions ou des fonds d'actions. Donc si on a un profil très agressif, pour minimum 10 ans en bourse. Si on a un profil équilibré, on peut investir pour minimum 5 ans. En dessous de 5 ans, c'est-à-dire que si tu as besoin de l'argent dans les 5 années, alors il ne faut pas investir en bourse. Même dans des actions, même dans des obligations, même dans l'or, non, pas du tout. Tu places ton argent là sur un coussin de sécurité, un compte à terme, ton compte épargne, le compte espèce de Trade Republic, peu importe, un coussin de sécurité qui va te faire gagner un petit peu d'argent année après année. Ça va couvrir une partie de l'inflation, mais au moins ton projet personnel n'est pas en risque opérationnel. Parce que si tu es gourmand et que tu veux essayer d'avoir le dernier carat et que tu continues à investir et puis que la bourse chute rapidement de 20, 30, 40%, eh ben potentiellement ton projet personnel que tu avais comme un projet immobilier, un projet de faire le tour du monde ou ce genre de choses, ton projet personnel pourrait ne pas voir le jour. Donc c'est un risque opérationnel qu'il est selon moi pas judicieux de prendre. La troisième situation dans laquelle tu pourrais devoir vendre, c'est pour financer tes dépenses mensuelles. Imaginons que tu gagnes 2000 € net par mois et que tu en dépenses 2500. Par exemple, tu es à la retraite, ben tu as peut-être envie de profiter, je dirais, de ton patrimoine financier. Et ton patrimoine financier, tu vas devoir peut-être vendre une petite partie chaque année pour justement financer tes dépenses mensuelles. J'ai 3 règles importantes par rapport à ça. Première règle, c'est qu'on va essayer justement de mettre de côté maximum 4% de son portefeuille par an. Si on met plus, eh ben potentiellement, on va trop dépenser et le portefeuille va fondre comme neige au soleil. Deuxième règle, certaines personnes disent qu'il faut mettre par exemple 12 mois de train de vie sur le côté. Donc dans cet exemple que je donnais des revenus mensuels de 2000 € et des dépenses mensuelles par exemple de 3000 €, il y a un trou dans la raquette de 1000 € par mois. Il y a certaines personnes qui vont vendre 12 000 € de leur portefeuille financier pour justement financer leur train de vie. Moi je suis un petit peu plus prudent parce que dépendant de ton portefeuille d'investissement, si tu as un portefeuille 100% actions à cet âge-là, peut-être qu'il faut mettre 18 mois, 24 mois, parfois même 36 mois de train de vie de côté. Simplement parce que, imaginons que tu mettes 12 mois de train de vie le 1er janvier 2008. Qu'en 2008, la bourse fait moins 40%, tu vas être obligé de vendre début 2009 à moins 40%. Et donc tu vas acter des moins-values importants. Alors que si à ce moment-là tu avais mis 2 ans ou 3 ans de train de vie sur le côté, eh ben potentiellement l'impact sur ton portefeuille serait beaucoup moins important puisque tu sécurises une partie de tes investissements. Et donc mettre 1 an, 2 ans, 3 ans de trou dans la raquette de côté, ça dépend vraiment de ton profil de risque en tant qu'investisseur et ça dépend de ta sensibilité par rapport également à l'argent. Moi c'est vraiment dans une optique de gestion de risque pour essayer de limiter la probabilité de vendre des produits d'investissement lorsque le marché fait moins 30, moins 40, moins 50%, parce qu'à ce moment-là, on acte des moins-values très importantes et on profite pas du rebond qui suit. Troisième conseil que j'ai envie de te partager, justement si tu es dans une situation où tu dois vendre des investissements de manière régulière pour financer tes dépenses mensuelles, c'est de faire le point sur tes dépenses et sur tes investissements tous les 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, la bourse monte fortement de plus 25 ou 30% en 6 mois, eh ben ça peut être utile à ce moment-là de vendre un petit peu pour regonfler le coussin de sécurité qui te permettra de financer plusieurs mois, voire 2-3 ans de train de vie par la suite. Alors en résumé, quand faut-il vendre en bourse? Surtout essaye de ne pas faire de market timing. Si tu as besoin d'argent pour un projet personnel, alors vends sans attendre et vouloir le dernier carat. Et si tu as besoin de vendre pour financer tes dépenses mensuelles, eh bien mets peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de trou dans la raquette, comme je l'appelle, en fonction de ton portefeuille et en fonction de ta sensibilité par rapport au fait que potentiellement, si le marché chute fortement, tu pourrais devoir vendre à perte pour financer ton train de vie. De mon côté, j'investis tous les mois une partie importante de mon salaire, comme je l'explique régulièrement dans ma newsletter Les tutos de grec. Est-ce que j'essaye de faire du market timing? Non,
Pas du tout. Est-ce que je vends mes investissements en bourse pour financer mon train de vie? Non, pas du tout. J'essaye vraiment que mes dépenses mensuelles soient inférieures à mes revenus mensuels. Troisième point important, si à un moment donné, j'ai besoin de l'argent pour un projet personnel, je vendrai mes investissements en bourse dès que je sais que le projet personnel est dans ma tête et arrivera dans les prochains mois ou les prochaines années pour sécuriser justement ce projet personnel qui est cher à mes yeux. Et de mon côté, qu'est-ce que je fais aussi? J'investis tous les mois via Trade Republic. Trade Republic me permet d'investir sans frais de courtage mensuel grâce au plan d'épargne. Les plans d'épargne, c'est génial parce que tout est automatisé. Ça permet d'éviter le risque d'erreur opérationnelle et également le risque d'oubli. Et si tu souhaites ouvrir un compte comme moi et même placer une partie de ton cash, Trade Republic rémunère le taux de la Banque centrale européenne à ses clients. Donc, par exemple, de mon côté, j'ai tout mon coussin de sécurité, c'est-à-dire plus de 20 000 € à l'heure d'enregistrer cette vidéo, qui se trouve sur le compte espèce de Trade Republic. Si tu souhaites ouvrir un compte via Trade Republic, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et comme tu le sais déjà, Trade Republic est un partenaire financier avec lequel je travaille depuis de nombreux mois et qui sponsorise une partie de mon travail d'éducation financière. Donc oui, j'ai une collaboration commerciale qui est rémunérée par Trade Republic. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, il y a ma newsletter, les tutos de Greg, où vous êtes plus de 8000 justement à me lire chaque semaine. Un immense merci pour cela. Il y a également ma formation digitale qui est en complète refonte. Et si tu souhaites être tenu informé, tu vas sur mon site web laboursemakeiteasy.com dans l'onglet formation digitale et probablement qu'il y aura quelque chose qui sortira les prochains mois. Un immense merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Pose tes questions et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.